para nosotros es una satisfacción haberlo traído a Le Breton conjuntamente con la Asociación Gremial Docente, en la cual participamos, por supuesto, de todas sus propuestas. Para aquellos que no lo conocen, David Le Breton es sociólogo y antropólogo, profesor de la Universidad de Estrasburgo. No, porque ayer dije algo, una mención que es antigua. Miembro del Instituto Universitario de Francia y miembro del laboratorio URA-CNRS de Culturas y Sociedades de Europa. Es autor de numerosos libros traducidos a diferentes idiomas. En castellano podemos citar algunos, entre ellos Antropología del Cuerpo, Cuerpo Sensible y de nuestra editorial, Conductas de Riesgo, de los Juegos de la Muerte a los Juegos del Vivir, y su último libro, que es El Cuerpo Herido, Identidades Estalladas Contemporáneas. Brevemente, lo que quiero decir es que las conceptualizaciones de David Le Breton toman como eje el cuerpo, y desde allí sus efectos desde la antropología y desde la sociología. Esto es una de los ejes también de nuestra revista, que la fundamos ya hace 27 años. Inclusive, como decía ayer, hay una sección que está presente, que la coordina la profesora Alicia Lipovetsky, que es sobre trabajo corporal, pero además nosotros participamos, digamos, es decir, la conceptualización acerca de esto que es un cuerpo, aún más. Como yo decía ayer, uno de mis primeros libros, el título era El cuerpo como lugar del inconsciente, y hoy, bueno, trabajo el concepto de cuerpo-subjetividad con la idea, que es un poco lo que plantea Le Breton, de romper esta dicotomía donde la mente va por un lado y el orgánico va por otro lado, o lo social va por otro lado, y tratar de ver cómo se articula algo que se ha desarticulado desde el lenguaje, pero que en la realidad está articulado, porque esto funciona así, funcionamos así, aunque lo hayamos querido separar, o desde la filosofía, ¿no? Todo el lío nuestro que tenemos en Occidente es a partir de Descartes y toda la perspectiva cartesiana, donde a partir de esto genera ambos ejes. Bueno, como introducción sería esto, y básicamente quiero agradecer a la Facultad de Filosofía y Letras, a la gente de acá de este centro cultural, Pacurondo, a la gente obviamente de AGD, y al equipo, tanto de ellos como al equipo de Topía, que organizaron esta actividad, que llevó sus meses y un montón de tareas, las cuales quiero nombrar: Susana Toporossi, Alejandro Weiner, Carlos Barzani, Alfredo Caeiro y Héctor Freire. Santiago Gándara, sí, que no lo nombré, el otro de AGD, Santiago Gándara, es cierto. Y para el final, como hice ayer, paso un aviso. Para aquellos que les interesan, estamos organizando el 6º concurso nacional del libro de ensayo de la editorial y la revista Topía. Es un concurso libre, con tema libre, inclusive pueden participar quien quiera. Este concurso tiene la fecha de entrega es en julio del 2017. El jurado está compuesto por Úrsula Hauser, Juan Carlos Volnovich, Vicente Citolema, Miguel Benazayac y quien les habla. Quienes les interesa pueden entrar en nuestra página, que ahí están las bases, que es www.topia.com.ar, y aquí me quedo y hasta la próxima. Lo dejo con Le Breton. Oui, merci infiniment. Je voudrais d'abord dire ma reconnaissance à l'équipe de Topia et de ARD, et particulièrement à Suzanne, à Ileane, à Henrik,
Alejandro, qu'est-ce qui se passe? Le Breton está muy contento de estar aquí y está agradeciendo a toda la gente que ha hecho posible que él venga aquí, a la editorial Topía, a GD. Voilà, je remercie aussi Carlos Strossmann qui va faire la traduction, et puis un signe d'amitié à Elina Matoso qui me fait le plaisir de venir. Elina qui También le agradece a Elina que haya venido. Elina Matoso que haya venido. Qui est directrice de l'école des masques et qui est professeure de la máscara et qui est professeur aussi à l'université de Buenos Aires. Y profesora en la Universidad de Buenos Aires. Et puis évidemment, merci infiniment à chacune et à chacun d'entre vous d'être venus ce soir m'écouter. Infinitas gracias a todos ustedes, a cada uno de ustedes por haber venido a este seminario. Alors demain soir, nous aborderons la question des conduites à risque des jeunes générations. Esta tarde abordaremos la cuestión de las conductas de riesgo de las jóvenes generaciones. Mais ce soir, je vous propose plutôt une anthropologie du risque. Y quiere hablar de la antropología del riesgo, plutôt à l'échelle de la vie quotidienne. Sobre todo en el estatus de la vida cotidiana. Et je voudrais montrer que le risque accompagne tous les mouvements de la vie. Él quiere demostrar que el riesgo acompaña a todos los movimientos de la vida. Que le risque n'est pas le monopole de populations spécifiques, mais qu'il est inhérent à toute forme de vie. Que no es que toma ciertas partes de la población específica, sino que es inherente a toda la vida. Voilà. On reprend voilà. Donc, au regard des générations antérieures, nous vivons dans des conditions sécurisées à de multiples égards, à travers un lien social moins marqué de violence, même si les incivilités sont souvent pointées dans certains lieux. Les avancées de l'hygiène et de la médecine, l'instauration de la sécurité sociale, la protection du travail ou les législations innombrables sur les technologies collectives, les réglementations entourant toutes les pratiques sociales, l'élévation du niveau de vie, l'augmentation considérable de la longévité ces dernières décennies l'attestent. A la vista de las generaciones anteriores, nosotros vivimos en condiciones mucho más seguras desde múltiples aspectos, a través de un lazo social menos marcado por la violencia, inclusive en las situaciones de mayor incivilidad agudas que existen en ciertos lugares. Los avances en cuanto a la higiene y la medicina, la instauración de la seguridad social, la protección del trabajo o las legislaciones innumerables sobre las tecnologías colectivas, las reglamentaciones en torno de todas las prácticas sociales, la elevación del nivel de vida, el aumento considerable de la longevidad en los últimos decenios atestiguan esto. Mais ce qui reste de danger et de violence est devenu intolérable. Les sociétés les plus sécurisées, celles qui vivent dans le plus grand confort, sont les plus inquiètes. Plus s'accroissent les protections et plus la sécurité est au cœur des projets politiques et plus les individus craignent pour leur vie. Pero esto que queda de peligro y de violencia se ha devenido intolerable. Las sociedades más seguras, aquellas que viven en el mayor confort, son las que más inquietud tienen. Más incrementan las protecciones y más incrementan la seguridad en el corazón de todos sus proyectos políticos y más los individuos temen por su vida. Les chiffres portant sur les indicateurs de santé ou de sécurité ne rassurent pas sur le sentiment personnel de fragilité ni sur l'état de la planète. Au regard de la vie quotidienne, nous ne vivons pas dans un monde plus dangereux qu'autrefois, même si les menaces majeures sont devenues colossales. Pourtant, au-delà des statistiques rassurantes, apparaissent des menaces d'une nature radicalement différente de celles affrontées par les générations antérieures. Risque nucléaire, par exemple, ou bien, à une autre échelle, le risque terroriste dans le contexte de la mondialisation. Las cifras aportan seguridad a los individuos que siguen temiendo por su vida. Las cifras que indican la salud o la seguridad no calman este sentimiento personal de fragilidad ni sobre el estado del planeta. A la vista de la vida cotidiana, nosotros no vivimos en un mundo más peligroso que antes, inclusive si las amenazas mayores han devenido colosales. Por lo tanto, más allá de las estadísticas, aparecen amenazas de una naturaleza radicalmente diferentes.
que aquellas que se afrontaban en las generaciones anteriores, el riesgo nuclear, o en otra escala, el riesgo terrorista en un contexto de mundialización. D'autres sources d'inquiétude s'accroissent du fait de la pollution grandissante de la planète, dont les conséquences vont du réchauffement du climat à une altération, infinitésimale sans doute, mais nocive avec le temps de l'alimentation. Les Inuits, oui, les Inuits du Groenland et de Sibérie, pourtant très éloignés des lieux de production ou d'usage des produits chimiques, possèdent un taux de mercure élevé dans le sang et le lait des mères inuites est saturé de toxiques. Je cite un chercheur américain qui explique « La raison en est que l'alimentation inuite de base se compose de baleines, de phoques et d'oiseaux de mer qui mangent du poisson, des mollusques et des crevettes. Or, les produits chimiques se concentrent plus à chaque étape de la chaîne alimentaire. » Hay otras fuentes de inquietud como ser la polución que crece muy grandemente en el planeta, cuyas consecuencias son el recalentamiento del clima o una alteración infinitesimal, pero sin duda nociva en los tiempos de la alimentación. Por ejemplo, los Inuit de Groenlandia y de Siberia, muy alejados de los lugares de producción o de uso de productos químicos, tienen una tasa de mercurio muy elevada en la sangre y la leche de las madres inuits está saturada de tóxicos. Y cita, la razón es que la alimentación inuit tiene una base compuesta por ballenas, focas y pájaros del mar que comen pescado, moluscos y camarones. Los productos químicos se concentran cada vez más en cada etapa de la cadena alimentaria. Es Diamond, la cita. Jared Diamond, un anthropologue américain. Je cite à nouveau Milan Kundera, l'écrivain tchèque qui vit en France. Milan Kundera écrit « Plus personne ne peut s'échapper nulle part. La sécurité est impensable en un seul lieu, en une seule époque. Le monde est tout entier relié pour le meilleur ou pour le pire, et pour toute personne engluée à son tour dans cet enchevêtrement sur laquelle elle n'a qu'une prise limitée. » Nadie puede escaparse a ninguna parte, dice Milan Kundera. La seguridad es impensable en un solo lugar, en una sola época. El mundo está todo ligado para lo mejor o para lo peor. Y cada persona está absorbida a su alrededor en este entramado sobre el cual nadie puede estar limitado. Y nadie deja de estar influenciado. La question du risque est désormais au cœur de nos sociétés et de l'existence individuelle. Les individus vivent dans un univers de sens et non dans un univers régi par les statistiques. L'individualisation de nos sociétés détache des anciennes solidarités, induit un sentiment d'isolement marqué par un sentiment accru de fragilité. La cuestión del riesgo, de aquí en más, está en el corazón o es el tema principal de nuestras sociedades y de la existencia individual. Los individuos viven en un universo de sentido y no en un mundo regido por las estadísticas. La individualización de nuestras sociedades se despega de las antiguas solidaridades, de las viejas solidaridades. Induce a un sentimiento de aislamiento marcado por un sentimiento aumentado de fragilidad. La personne prend une importance croissante. Elle fait presque un monde à elle seule et craint toujours d'être le point d'imputation du désastre. Tout inattendu prend dès lors la forme d'un désaveu cruel dont il faut trouver les responsables. Mais l'obsession d'anticiper et de parer toute déconvenue se heurte à l'opacité du monde et à l'imprévisibilité d'événements enchevêtrés dans une multitude de causalités réciproques. La persona toma una importancia creciente participa de un mundo donde teme siempre que pueda suceder un desastre, totalmente inesperado, más allá de las formas autorizadas.
Más allá de las formas desautorizadas, puede haber maneras crueles donde es muy difícil encontrar a los responsables. Pero la obsesión de anticipar y parar todo desconcierto se golpea con la opacidad del mundo y la imprevisibilidad de los elementos que desconciertan y están entreverados en una multitud de casualidades recíprocas. La puissance d'agir et de comprendre de l'individu est infiniment limitée pour nombre de faits de la vie courante, et elle entretient la peur. Plus on cherche à se protéger, plus on se rend sensible à ce qui échappe à toute prise, et plus le sentiment de vulnérabilité s'accroît. Le risque est désormais synonyme de menace. On oublie qu'il est parfois la source même de l'exaltation de soi, de l'intensité d'exister. La fuerza para actuar y comprender del individuo está infinitamente limitada por una cantidad de hechos de la vida corriente. Y esto lo lleva al temor. Más busca protegerse, más se vuelve sensible a eso que le escapa a toda posibilidad. Y más el sentimiento de vulnerabilidad crece. El riesgo es a menudo sinónimo de amenaza. Sin olvidar que a veces el origen mismo de la exaltación de sí es tener miedo de la intensidad de existir. À l'aune de la vie courante, le risque est souvent vécu comme une donnée négative venant menacer un équilibre antérieur. S'il n'est pas la conséquence d'un choix, il est plutôt une mauvaise surprise, une menace rôdant autour de la sphère privée, une altérité échappant à tout contrôle. A la luz de la vida corriente, el riesgo es a menudo visto como algo negativo que viene a amenazar un equilibrio interior. Si el riesgo no es la consecuencia de una elección, es a menudo una mala sorpresa, una amenaza que ronda alrededor de la esfera privada, una alteridad que escapa a todo control. L'existence est à la fois assurée et fragile, toujours quelque peu sur le fil du rasoir. L'individu est voué à une part d'incertitude. Chaque jour dévoile son lot inégal d'événements attendus et de surprises. Le chemin paraît de prime abord tout tracé, mais l'inattendu l'emporte parfois. Le matin ignore ce que réserve le soir. La existencia es a la vez asegurada y frágil. Siempre estamos sobre el filo de la navaja. El individuo está condenado a una parte de incertidumbre. Cada día desarrolla un montón de eventos desparejos, distintos, que son inesperados y hay sorpresas. El camino que parece al principio bien trazado se vuelve inesperado y no importa lo que pase. La mañana ignora qué es lo que le reserva la tarde. La condition affective et sociale n'est jamais donnée une fois pour toutes. Elle impose un débat permanent avec les autres, avec les choses, au risque d'en être meurtri. L'existence n'est pas ciselée dans la calme évidence de son aboutissement comme un fil tendu au cordeau enjambant les difficultés du chemin. Elle est plutôt sinuosité du chemin, ambivalence. Elle est propre à engager sur des voies que rien ne laissait présager. La condición afectiva y social jamás está dada de una vez para todas. Y se impone un debate permanente con los demás, con las cosas, al riesgo también de ser lastimado o golpeado. La existencia nunca está cincelada en la calma evidente, ni es un resultado de un hilo tendido entre las irregularidades y las dificultades del terreno. A menudo las sinuosidades del camino presentan ambivalencias y implicarse en estas diferentes vías del camino no siempre se puede presagiar qué pasará. L'individualisation du lien social, la personnalisation des significations et des valeurs induit l'éloignement des autres, avec les protections qu'ils étaient susceptibles d'offrir. Vivre côte à côte
voire même dans la concurrence ou l'indifférence, dans l'inquiétude aussi des différences, n'est pas vivre ensemble. La individualización del lazo social, la personalización de las significaciones y de los valores inducen al alejamiento de los demás, con las protecciones que son susceptibles de ofrecer. Vivir codo a codo, incluso en la concurrencia o la indiferencia, con la inquietud de las diferencias, no es una forma de convivir. Sans l'exercice d'une certaine prudence, la vie serait impossible ou brève. Une connaissance intuitive des risques de l'environnement, une vigilance diluée dans les faits et gestes du quotidien permettent de se prémunir. Mais ce tissu de précaution, intégré dans les habitudes de vie, s'adosse en permanence à des menaces potentielles. Sin el ejercicio de una cierta prudencia, la vida sería imposible o breve. Un conocimiento intuitivo de los riesgos del entorno, una vigilancia diluida en los hechos y los gestos de lo cotidiano permiten precaverse. Pero este tejido de precauciones integradas en los hábitos de la vida están permanentemente adosados a las amenazas potenciales. La vie la plus tranquille n'est jamais immunisée contre l'inattendu qui prend la forme pour le meilleur ou pour le pire de la maladie, de l'accident ou de l'ennui, de soucis professionnels, du licenciement, de l'échec d'une entreprise, de séparation affective, de deuil ou, de l'autre côté, de rencontres, de moments d'émerveillement, de découverte, de création. La vida más tranquila jamás está inmunizada contra lo inesperado que toma la forma de lo mejor o de lo peor, de la enfermedad, del accidente, del aburrimiento, de sucesos profesionales o problemas profesionales, de ser licenciado en el trabajo, del fracaso de una empresa, de separaciones afectivas, de duelos o de reencuentros, de momentos maravillosos de florecimiento, de descubrimientos, de creación, etc. La vie la plus tranquille n'est pas à l'abri du désir irrépressible qui naît parfois d'une image saisie au fil d'un récit ou d'une discussion ou de l'exquise tyrannie de l'occasion qui arrache à soi-même sans laisser à la réflexion le temps de revenir sur sa décision. La vida nunca está al abrigo del deseo irreprimible que nace de una imagen tomada de un film o de una discusión, o de la exquisita tiranía de la ocasión que nos desgarra sin dejarnos reflexionar el tiempo necesario para tomar una decisión. La confiance élémentaire envers les autres ou envers le monde est parfois rompue de manière inouïe. Les nuages toxiques ou les eaux contaminées rejetées dans la mer portent leurs menaces de mort sur des milliers de kilomètres. Et sans que son irruption soit repérable, car elle est invisible, inodore, intangible, sauf à travers des technologies fines. Le danger n'est plus enfermé dans les frontières d'un État, il est désormais de partout et de toujours, il déborde toute limite nationale, il touche des zones considérables, s'agissant par exemple des technologies contemporaines comme le nucléaire ou encore de pandémies. La confianza elemental hacia los otros o hacia el mundo a menudo se rompe de una manera inaudita. Las nubes tóxicas o las aguas contaminadas tiradas al mar llevan una amenaza de muerte hacia millones de kilómetros de distancia, sin que su irrupción pueda ser prevenida porque es invisible, inodora, intangible, salvo a través de tecnologías muy finas. El peligro no es estar encerrado en las fronteras de un Estado, es más bien un peligro que es para todos y de todos los días. ¿Sí? Desborda todo límite nacional, toca a todas las zonas considerables que atañen a las tecnologías contemporáneas como la nuclear e inclusive a las pandemias. Mais il prend aussi la figure d'individus nomades qui subvertissent la confiance nécessaire au lien social pour introduire l'épouvante au cœur des lieux les plus paisibles à travers les entreprises terroristes par exemple. Et dès lors, prendre un café avec des amis à la terrasse d'un café ou regarder un feu d'artifice sur le front de mer d'une grande ville peut s'avérer une décision tragique quand les tueurs font irruption.
je fais référence à des attentats tragiques qui ont eu lieu à Paris et à Nice en France. Este párrafo hace referencia a los atentados trágicos que hubo en París, en Francia, en los últimos años. Dice que, estamos hablando del peligro, ¿no? Que el peligro toma también la figura de los individuos nómades que subvierten la confianza necesaria al lazo social para introducir el horror en el corazón de los lugares más plácidos a través de empresas terroristas, por ejemplo. A partir de esto, tomar un café en la terraza de un bar o mirar fuegos artificiales frente al mar de una gran ciudad puede llegar a ser una decisión trágica cuando los asesinos irrumpen. L'affaire de la vache folle met dans les assiettes les plus ordinaires des germes de la maladie. Dans les années 80, le sida inscrit le danger au cœur des relations sociales les plus heureuses et les moins suspectes. L'affaire du sang contaminé, qui est plutôt une affaire française, l'affaire du sang contaminé transforme certains médecins et administrateurs en pourvoyeurs de maladies et de morts. El affaire de la vaca loca puso en los platos más ordinarios gérmenes de la enfermedad. En los años 80, el SIDA inscribió el peligro en el corazón de las relaciones sociales más felices y menos sospechadas. El affaire de la sangre contaminada, que Le Breton dice que es un affaire que sucedió en Francia, transformó a algunas medicinas y administradores en proveedores de enfermedad y de muerte. Des médicaments largement diffusés sur le marché se révèlent porteurs de danger pour les patients. Le scandale du Mediator, par exemple, en Europe ces dernières années. Le péril vient parfois de l'environnement et s'impose au corps défendant de l'individu, emporté dans un univers qui se défait. Tremblements de terre, glissements de terrain, inondations, tsunamis, tempêtes, effondrements, incendies, accidents d'une centrale nucléaire, etc., etc. Los medicamentos ampliamente difundidos en los mercados se revelan portadores de peligros para los pacientes y nombra uno, el Mediator. Yo no lo conozco. Un médicament très important. Es un medicamento muy importante en Francia. Dans le monde entier. Dice en el mundo entero, Mediator. Et qui a provoqué beaucoup de maladies très graves. El peligro viene entonces del entorno y se impone obligando al individuo a meterse en un universo que se desarma. Tiembla la tierra, se deslizan lo que llamamos avalanchas, hay avalanchas, inundaciones, tsunamis, tempestades, colapsos, incendios, accidentes de una central nuclear. Un momento de distracción caminando... Oui, c'est là où je suis. À un autre niveau encore, un moment de distraction en traversant la rue, l'infarctus ou une agression, l'épidémie plonge dans une fatalité plonge dans une fatalité malaisée à prévoir ou à retourner en sa faveur. L'heureuse rencontre amoureuse d'une nuit peut se transformer quelques mois plus tard en séropositivité ou en séparation tragique. Nul ne chemine au sein d'un bunker protégé contre le risque même de vivre. Un momento de distracción cruzando la calle, un infarto o una agresión, la epidemia, los sumergen a las personas en una fatalidad en una mala fatalidad difícil de prever y que vuelve en su contra. La suerte de un reencuentro amoroso, de una noche, puede transformarse algunos meses después en un cero positivo o en una separación trágica. Ningún camino, aunque sea en el seno de un búnker, está protegido contra el riesgo que implica vivir. Le terroriste ou le tueur est invisible, mêlé à la foule, il brouille la frontière entre champs de bataille et population civile et répand l'épouvante pour atteindre chacun au cœur de son sentiment de confiance ontologique envers le monde. El terrorista o el asesino es invisible, se mezcla en la multitud. Él pelea en la frontera entre los campos de batalla y las poblaciones civiles y difunde el terror para alcanzar el corazón del sentimiento de confianza ontológica que nos une al mundo. En visant des hommes et des femmes ordinaires, des enfants également, au cœur d'espaces de civilité courants,
Il dit que nul ne sera épargné, que n'importe qui peut périr, qu'aucun abri n'existe plus, même en restant cloîtré chez soi. Il est inattendu, imprévisible et d'une extrême cruauté. El terrorista, a la vista de estos hombres y mujeres ordinarios, en el corazón de los espacios de la civilidad más comunes, aunque estemos enclaustrados, no importa cómo nos persigue el peligro, imprevisible de una extrema crueldad. J'enlève cette phrase, la première. Parfois, les instruments de prévention sont à la source même de l'épouvante. En témoigne le crash de l'avion allemand de la Germanwings, puisque le copilote s'était enfermé dans le cockpit, dans l'impossibilité pour le commandant de bord et son équipage de l'ouvrir. En effet, après les attentats du 11 septembre 2001, une telle mesure visait en effet à empêcher le détournement d'avions par des pirates de l'air ou des terroristes. La porte du cockpit est verrouillée afin que nul ne puisse l'ouvrir de l'extérieur, même sous la menace d'une arme. Un tel dispositif a procuré au copilote les conditions idéales pour s'emparer de l'appareil en l'absence du commandant de bord. Les exigences même de la sécurité ont ici provoqué la tragédie. A menudo los instrumentos de prevención son la fuente misma del terror, como lo testimonia el choque del avión alemán de Germanwings, después que el copiloto se encerró en el cockpit, siendo imposible para el comandante de a bordo y su equipo para abrirlo. Después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, esta medida de seguridad comenzó a desarrollarse para que no se pueda abrir la puerta desde afuera y así evitar que los piratas o los terroristas desvíen el avión. La puerta está totalmente cerrada a fin de que ni aún ante la amenaza de un arma se pueda abrir desde el exterior. Este dispositivo le procuró a este copiloto las condiciones ideales para encerrarse en el aparato en ausencia del comandante de a bordo. Las exigencias mismas de la seguridad, las propias exigencias de seguridad, han provocado la tragedia. Le risque prolifère pour soi à cause des autres, mais il est aussi présent pour les autres à cause de soi. Chacun est pour l'autre un danger potentiel, ne serait-ce d'ailleurs que dans le regard de l'autre. L'incertitude loge dans le moindre de nos désirs, elle hante toute décision, tout choix, elle est au cœur de la condition humaine, elle est la rançon du fait que chaque individu crée à chaque instant sa liberté avec une lucidité inégale, mais parfois aussi avec une adversité inattendue, impossible à prendre en compte avant qu'elle ne survienne. El riesgo prolifera para sí a causa de los otros, pero también está presente en los otros a causa de uno mismo. Todos dudamos de todo. Cada uno siente a los demás como un riesgo potencial. No es solo a la vista de los otros. La incertidumbre se aloja donde uno menos lo espera. Embruja y invade toda decisión, toda elección. Está en el corazón de la condición humana. Es el resorte que hace que cada individuo crea a cada instante su libertad con una lucidez desigual, pero a menudo también con una adversidad inesperada, imposible de tener en cuenta antes que sobrevenga. Autrui est toujours une limite, pour le meilleur ou pour le pire. Au-delà de la lucidité du moment et de la volonté individuelle, les circonstances modifient en cours de route l'issue d'une action. Invisible sur le moment, la menace est inscrite dans la durée et elle peut surgir un jour ou l'autre. Para otros siempre es un límite, para lo mejor o para lo peor. Más allá de la lucidez del momento o de la voluntad individual, las circunstancias se modifican en el curso de la ruta. Las circunstancias modifican en el curso de la ruta el destino de la acción. Es invisible en el momento la amenaza y está inscrita en la duración o puede surgir un día u otro. Au sein de l'enchevêtrement des données qui participent du processus social, culturel, relationnel ou personnel, l'individu identifie celle qu'il reconnaît afin d'étayer ses décisions.
Il escompte ne pas se tromper dans son appréciation des événements, mais le monde n'est pas l'extension complaisante de ses pensées et le met parfois radicalement en question. En el seno del entreveramiento de los hechos que participan del proceso social, cultural, relacional o personal, el individuo identifica aquellos que reconoce a fin de delimitar sus decisiones y descuenta que no se va a equivocar en su apreciación de los hechos, pero el mundo no es una extensión complaciente de sus pensamientos y a menudo lo pone radicalmente en cuestionamiento. Toute décision est un pari sur l'avenir. Face à elle, s'étend l'immensité du temps qui vient, avec une multitude de données en interaction, toujours en mouvement, qui se propagent et entrent en collision ou se confirment. Les répercussions en sont seulement imaginées sur le moment, mais dès lors qu'elle prend effet, elle entre dans l'immaîtrisable et l'aléatoire. Toda decisión apuestan sobre el porvenir. De cara al porvenir, se extiende la inmensidad del tiempo que viene con una multitud de hechos y sucesos en interacción, siempre en movimiento, que se propagan y a veces entran en colisión o se confirman y sus repercusiones son solamente imaginadas en el momento. Pero después producen un efecto que es aleatorio y incontrolable. Le monde est toujours fait de plus d'imprévisibles que de probables. Une fois la décision prise, les autres avenirs possibles s'effacent ou deviennent plus difficiles d'accès en cas de repentir. Les conséquences d'un acte n'ont pas toujours la transparence de la décision qui l'a enclenchée. Nul ne sait au départ si une décision est bonne, et même si l'échec ou l'accident ne recèle pas une chance inespérée, ou à l'inverse, si le succès rencontré provisoirement n'est pas la promesse du pire. Seul l'avenir connaît la réponse, il n'est pas là au moment de la décision, mais il est conditionné par elle. Tout commencement engage et rend difficile un retour. El mundo está siempre, a menudo, hecho más de lo imprevisible que de lo probable. Una vez que la decisión está tomada, los otros devenires posibles se borran o se vuelven más difíciles de acceder en caso de que uno se arrepienta. Las consecuencias de un acto no tienen nunca la transparencia de la decisión que las ha producido. Nada sabemos al comienzo si una decisión es buena, inclusive si hay un fracaso o un accidente a la vuelta del camino como una situación inesperada. O a la inversa, si el suceso nos va a hacer encontrar provisoriamente con una promesa de lo peor. Solo el devenir conoce la respuesta. No está en el momento de decisión, pero está condicionado por él. Todo comienzo nos implica en una situación de difícil retorno. Bueno, vamos a hacer ahora un recreo de 15 minutos y los esperamos en 15 minutos en punto para retomar. David Le Breton va a continuar con el seminario. Por favor, un poquito de silencio. Por favor. Tout choix est risque. Faire un choix consiste d'abord... Tout choix est risque. Faire un choix consiste d'abord à éliminer toutes les autres alternatives. Occuper une situation revient à renoncer aux autres, dans l'ignorance de ce qui a été perdu ou gagné au moment de la décision. Mais le mouvement de l'existence ne cesse de redéfinir la balance. Toda elección es un riesgo. Hacer una elección consiste primero en eliminar todas las otras alternativas. Ocupar una situación significa renunciar a las otras, en la ignorancia de qué es lo que se podría haber perdido o haber ganado en el momento de la decisión. Pero el movimiento de la existencia no cesa de redefinir esta balanza. Nul ne sait de quoi l'avenir sera fait. L'échec douloureux d'un moment alimente peut-être la chance d'un autre, inscrit tout d'abord dans le sillage de la déception. Et la chance d'une bonne décision
peut être remise en question par une évolution inattendue des conditions initiales. Nada se sabe de lo que será el porvenir, de lo que pasará. El fracaso doloroso de un momento quizás alimente la posibilidad de otra inscripción que pueda despertarse después de la decepción. Y la posibilidad de una buena decisión puede ser remitida en una cuestión de una evolución inesperada de las condiciones iniciales. La portée de nos actes nous échappe car ils dessinent une ligne nécessaire dans nos existences, mais nous ignorons ce qu'elles auraient été au regard d'autres choix. Certains faits à la légère sont lourds de conséquences, mais d'autres, effectués pourtant avec lucidité et un examen attentif des données, mais d'autres aussi, pourtant effectués avec lucidité et un examen attentif des données. El alcance de nuestros actos se nos escapa, porque diseñan una línea necesaria en nuestras existencias, pero ignoramos a dónde nos van a llevar estas elecciones. Ciertamente, hechas a la ligera, pueden tener pesadas consecuencias, pero otras, efectuadas con lucidez y con un examen atento, pueden ser hechas. Un écart est toujours présent entre l'intention et les conséquences. On sait combien parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions. La multitude des décisions inhérentes à la trame infinie des interactions autour de soi, même à l'échelle de la vie courante, induit souvent dans un labyrinthe de causes et d'effets réciproques qui amènent nécessairement à une part d'incertitude. Una brecha siempre está presente entre la intención y sus consecuencias. No sabemos, ya sabemos cuánto, se refiere a un dicho que dice: el infierno está pavimentado de buenas intenciones. La multitud de decisiones inherentes a la trama infinita de las interacciones alrededor de uno mismo, inclusive en la escala de la vida corriente, nos introducen a menudo en un laberinto de causas y de efectos recíprocas que nos llevan necesariamente a la incertidumbre. Dans Zadig, Voltaire marque bien l'impossibilité de se projeter dans l'avenir. Les actions vertueuses de Zadig se transforment toujours en tragédie. Un sage laisse périr un enfant car il sait que devenu adulte, il assassinera ses parents. Son attitude en apparence arbitraire et immorale devient dès lors la seule morale. L'avenir est dangereux pour nombre de projets. En Zadig, Voltaire marca muy bien la imposibilidad de protegerse del porvenir. Las acciones virtuosas de Zadig se transforman en tragedia. Un sabio deja morir a un niño porque sabe que cuando devenga adulto asesinará a sus padres. Su actitud en apariencia arbitraria e inmoral deviene a partir de allí en una cuestión moral. El porvenir peligroso está presente en numerosos proyectos. Un apologue chinois illustre les conséquences imprévisibles en germe dans tout événement et il traduit la naïveté d'un jugement qui se voudrait rigoureux mais reste rivé sur une situation immédiate, détaché du temps qui passe. Un apólogo chino, evocado por Jean Grenier, ilustra las consecuencias imprevisibles que están en germen en todo evento y traduce la enfermedad de un juicio que se supone riguroso, pero que continúa marcado por la situación inmediata que destaca el tiempo que pasa. Un vieillard vit seul avec son fils et perd un jour son cheval. Ses voisins viennent le soutenir dans sa peine, mais il les arrête. Comment savez-vous que c'est un malheur? En effet, quelques jours plus tard, le cheval revient de lui-même, entraînant avec lui plusieurs chevaux sauvages. Ses amis viennent féliciter le vieil homme, qui les arrête à nouveau. Comment savez-vous que c'est une chance? Et en effet, le fils essaie de dresser ses chevaux et se brise bientôt la jambe. À ses voisins éplorés venus le consoler, il répond: comment savez-vous que c'est la malchance? Et en effet, l'année suivante, une guerre éclate à laquelle le fils ne peut se rendre, étant boiteux, alors que tous les autres garçons doivent partir faire la guerre. L'histoire que raconte Li Tse pourrait se poursuivre à l'infini. Okay.
Un viejo vive solo con su hijo. Este es el cuento chino, ¿no? Un viejo vive solo con su hijo y un día pierde su caballo. Sus vecinos vienen enseguida a consolarlo de su pena y él los frena. Dice, ¿cómo saben ustedes que es mala suerte? Dice, en efecto, algunos días más tarde el caballo retorna por sí mismo y trae consigo a un montón de caballos salvajes. Los amigos lo felicitan al viejo hombre que los frena nuevamente y le dicen, ¿cómo saben que es buena suerte? En efecto, el hijo empieza a probar de andar en estos caballos y se quiebra una pierna. Los vecinos vienen todos a consolarlo otra vez y él les responde, ¿cómo saben que es mala suerte? Al año siguiente estalla una guerra donde el hijo no puede ir porque es un lisiado. Entonces, porque es un lisiado. El Lietzu es el que cuenta la historia y dice que esta historia podría seguir al infinito. Yo la conozco como, ¿será suerte? ¿Será desgracia? La décision la plus risquée, au départ, est parfois la plus judicieuse, soit par une évaluation fine de la situation, soit par un changement inattendu des circonstances qui rend propice au départ, une décision au départ préjudiciable. Et celle qui paraissait la plus tranquille peut se révéler un piège redoutable. La decisión más riesgosa puede ser luego la más juiciosa, ya sea por una evaluación final de la situación o por un cambio inesperado de las circunstancias que vuelven propicia una decisión que al principio parecía perjudicial. Aquello que parece lo más tranquilo puede transformarse en una trampa temible. Au fil de l'existence, selon la spécificité des situations, selon le temps qui passe, les peurs se modifient et le paysage des risques change. Les peurs d'un adolescent ne sont pas celles du vieil homme. Celles d'une femme ne sont pas celles d'un homme. Celles du chômeur ne sont pas celles de l'ouvrier, et encore moins celles de l'entrepreneur. En el hilo de la existencia, según la especificidad de las situaciones, el tiempo que pasa, los temores se modifican y el paisaje de los riesgos cambian. Los temores de un adolescente no son los mismos que de un hombre viejo. Los temores de la mujer no son los mismos que el hombre. Los temores de alguien que ha perdido el trabajo no son los mismos de un obrero o de un empresario. L'existence humaine compose avec les sinuosités du chemin, l'incertitude du comportement des autres, les bonnes ou les mauvaises rencontres. L'ambivalence amène parfois à des comportements défavorables ou à des décisions malheureuses. Les circonstances, les choix opérés, le contexte général exposent l'individu à des périls qu'il n'a pas toujours pressentis ou qu'il se croyait à tort ou à raison en mesure d'affronter. La existencia humana está compuesta con las sinuosidades del camino, la incertidumbre del comportamiento de los otros, los buenos o los malos encuentros, etc. La ambivalencia acompaña casi siempre a los comportamientos desfavorables o a las decisiones infelices. Las circunstancias, las elecciones que uno opera, el contexto general expone al individuo a peligros que no siempre puede presentir o que él creía que estaban controlados o que tenía la posibilidad de afrontarlos. Une part d'imprévisible trame en permanence toute existence. Lors des premières années de la vie, l'enfant assimile les précautions élémentaires pour ne pas être affecté par les dangers de son environnement familier, par l'éducation reçue, les conseils prodigués par les parents et les petits incidents auxquels il est confronté. Il apprend, à son corps défendant, à maintenir une distance propice et une attention moins distraite envers les aspérités inhérentes à sa condition. Una parte imprevisible de la trama permanece siempre existente. Más allá, después de los primeros años de vida, el niño asimila las precauciones elementales para no ser afectado por los peligros del entorno familiar. Por la educación recibida, los consejos que le prodigan y los pequeños incidentes en los cuales él debe confrontarse, aprende por obligación a mantener una distancia propicia y una atención menos distraída sobre las asperezas inherentes a su condición. Il apprend à marcher, à nager, à faire du vélo, du patin à roulettes, à se méfier de la circulation routière dans son quartier, etc.
Il intègre, l'enfant, il intègre des compétences physiques et réflexives, la menant au fil du temps à mieux identifier ses ressources, même si le risque de les surévaluer demeure toujours. Aprende a caminar, a nadar, a andar en bicicleta, a andar en patines, a ser cauteloso acerca de la circulación de los autos en su barrio y comienza a integrar competencias físicas y reflexivas que a lo largo del tiempo lo ayudan a identificar mejor sus recursos, inclusive si hay riesgos, si se mantienen algunos riesgos sobrevaluados. L'enfant, donc toujours, il apprend à dominer ses peurs et à contrôler les dangers, à assumer les risques symboliques qui touchent à son identité, et notamment à son identité de genre, garçon ou fille. La vie en société exige pour chacun d'être rompu aux précautions pour ne pas être atteint par les événements extérieurs. Elle implique une dialectique entre prudence et risque, entre sécurité et insécurité, une pesée des conséquences, des décisions ou des actions. Aprende a dominar sus temores y a controlar los peligros, a asumir los riesgos simbólicos que atañen a su identidad, y notablemente a su identidad de género, varón, mujer. La vida en sociedad exige que cada uno tenga precauciones para no exponerse a los peligros de eventos exteriores. Está implicada una dialéctica entre la prudencia y el riesgo, entre la seguridad y la inseguridad. Debe sopesar las consecuencias de sus decisiones o de sus acciones. Si le risque est imposé ou subi, il participe plutôt de la violence, voire même du traumatisme. Dans la vie quotidienne, au-delà et au-delà, dans les activités technologiques ou scientifiques, économiques ou politiques, le risque est associé plutôt au danger. Mais s'il est librement choisi, alors à l'inverse, il est perçu comme un motif d'épanouissement, comme une occasion de se mesurer à une situation inédite, une ressource. Il est une ressource pour redéfinir son existence, éprouver ses capacités personnelles, rehausser l'estime de soi ou bien obtenir la reconnaissance des autres. Si el riesgo es impuesto o sostenido, a menudo participa de la violencia, inclusive del traumatismo. En la vida cotidiana, más allá de las actividades tecnológicas o científicas, económicas o políticas, el riesgo a menudo está asociado al peligro. Pero si es libremente elegido, entonces a la inversa, el riesgo es percibido como un motivo de florecimiento, una ocasión de medirse en una situación inédita, un recurso para redefinir su existencia, para poner a prueba sus capacidades personales, para mejorar la estima de sí mismo o obtener el reconocimiento de los demás. Le risque délibérément pris est une école de caractère. En lui se loge une mobilisation des ressources intimes, une intensité d'existence, une attente passionnée. Il est un outil propice pour bouleverser la fixité des choses, les positions établies, ouvrir de nouvelles pistes. Et c'est d'ailleurs pour cela que les activités physiques et sportives à risque sont beaucoup utilisées avec les jeunes en difficulté, les jeunes en souffrance, en Europe particulièrement, et en Amérique du Nord aussi. El riesgo tomado deliberadamente es una escuela de carácter. En él se aloja una movilización de los recursos íntimos, una intensidad de la existencia, una expectativa apasionada. Es un elemento propicio para trastocar la fijeza de las cosas, las posiciones establecidas, abrir nuevos caminos. Y dice que justamente el tema del riesgo está siendo tomado mucho por los adolescentes. Les activités physiques et sportives à risque sont proposées par les travailleurs sociaux à la Dice que los deportes y las actividades deportivas de riesgo ahora están siendo propuestas por los trabajadores sociales pour les adolescents, pour réinsérer des jeunes en difficulté, des jeunes en souffrance. Para reinsertar en la sociedad a las personas que están en estado de sufrimiento, de malestar con la sociedad. Par exemple l'alpinisme, l'escalade, l'exploration des voyages, des longs voyages dans des déserts, dans des jungles, dans des pays. Por ejemplo, el alpinismo, escalar, viajes por el desierto, son las carreras de resistencia, ¿no?
Voilà, mais nous en parlerons sans doute demain davantage. Hablaremos de eso mañana. Cette donnée anthropologique, cette recherche délibérée du risque, cette donnée anthropologique ne cesse de s'étendre dans une société où l'individu est de plus en plus renvoyé à lui-même comme foyer de sens et de valeur de son existence. La multiplication des activités physiques et sportives dites à risque va de pair avec une société où pour un nombre grandissant de nos contemporains, vivre ne suffit plus. Il faut éprouver le fait de son existence, expérimenter les sensations de soi et faire ses preuves pour décider de la valeur de son existence. Esta cuestión antropológica no deja de extenderse en una sociedad donde el individuo cada vez más es reenviado a sí mismo como prueba de sentido y del valor de su existencia. La multiplicación de las actividades físicas y deportivas de riesgo va a la par de una sociedad donde, por una gran cantidad que además va creciendo de nuestros contemporáneos, vivir no es suficiente. Hace falta probar el hecho de su existencia, experimentar las sensaciones de ser y hacer pruebas para decidir cuál es el valor de existir. Ces activités sont apparues surtout à partir des années 80 et elles connaissent aujourd'hui un immense succès à travers le monde en termes de participation. Par exemple, le sport aventure, les raids, les courses d'orientation, les marathons, les courses ultra, les parcours de natation en longue distance, les triathlons, les triathlons, la chute libre, le rafting, le canyoning, le trekking, l'alpinisme, l'escalade, le parapente, les courses d'endurance, les défis de toutes sortes, etc. Estas actividades aparecen en los años 80 y han tenido un gran suceso en términos de participación. El deporte aventura, los raids, las maratones, las carreras ultra, las carreras de orientación, que es la que decía por el desierto, recorridos de natación de larga distancia, triatlons, triples triatlons, caída libre, rafting, canyoning, trekking, alpinismo, escalada, parapente, carreras de resistencia, desafíos de todo tipo. Plus nos sociétés se protègent par des procédures sécuritaires et diabolisent le risque, et plus grandit la tentation de le solliciter. Régulièrement, les médias se font les échos complaisants de ce qui devient depuis une vingtaine d'années la routine d'exploits ou d'aventures paradoxales, des premières spectaculaires, souvent dérisoires par ailleurs, en montagne, sur les mers, dans les déserts, des défis improbables dans des environnements dangereux, tout en utilisant par ailleurs toutes les technologies contemporaines et aussi la main-d'œuvre locale à bas coût. Là où le preneur de risque ne cesse de donner de ses nouvelles et de téléphoner à ses proches pour les rassurer. Más nuestras sociedades se protegen, más los procedimientos de seguridad y controlan el riesgo, y más crece la tentación de solicitar el riesgo. Regularmente las masas medias hacen eco complaciente de aquello que ha devenido hace unos 20 años la rutina de la explotación de las aventuras paradojales. Premier en el sentido de las primicias espectaculares, a menudo hechas afuera, en la montaña, sobre los mares, en los desiertos. ¿Cómo se llamaba? Acá en la televisión. Esos que tienen que vivir en reality de expediciones, ¿no? Sí, espectacular, en entornos peligrosos, utilizando todas las tecnologías contemporáneas y la mano de obra local a bajo costo para hacer esto. Donde los que toman el riesgo no cesan de dar novedades y telefonear a sus familiares para preocuparlos lo suficiente. Au pire, il cherche à gagner le meilleur, à convertir sa peur, son épuisement, en détermination du caractère. Il vit des moments d'intensité d'être, il réenchante son existence par l'emprunt de chemins de traverse où il ne doit sa progression qu'à lui-même. Afrontando lo peor, busca ganar lo mejor, convertir su miedo,
su agotamiento en determinación de carácter. Vive momentos de intensidad del ser, se reengancha con su existencia, metiéndose en los caminos que atraviesa o donde siente que puede progresar él mismo. Dans nos sociétés où les repères se fragmentent et se multiplient, le corps est toujours une réserve pour savoir qui l'on est et ce que l'on peut attendre du monde. Dans la douleur, la souffrance, plutôt dans la douleur, le harassement, l'incertitude du lendemain, l'individu éprouve son existence avec une folle intensité. Le jeu avec le risque donne le sentiment d'échapper à sa condition ancienne, de se remettre pleinement au monde. En nuestra sociedad, donde los reparos se fragmentan y se multiplican, el cuerpo es siempre una reserva para saber qué es lo que uno es y qué es lo que puede esperar del mundo. En el dolor, el sufrimiento, el acoso, la incertidumbre por el mañana, el individuo prueba su existencia con una intensidad loca. El juego con el riesgo da un sentimiento de escapar a su condición antigua, de poder reinsertarse plenamente en el mundo. L'ambivalence devant le risque est également présente. La volonté de sécuriser certains lieux ou certaines pratiques, par l'État par exemple, se heurte de plus en plus, d'une part, à l'indifférence de certains usagers, revendiquant une liberté radicale d'agir selon leur volonté et de satisfaire leurs désirs, et de l'autre, à la méconnaissance des lois ou des conseils, la négligence des panneaux affichant les dangers. Les menaces sont perçues comme telles pour les autres, mais pas pour soi. Le goût de la transgression ou l'ignorance des consignes de sécurité se conjuguent aujourd'hui pour que des pratiques dangereuses pour soi et pour les autres se déroulent couramment en mer ou en haute montagne. L'individu se considère souverain quant à son existence et à la mise en œuvre de sa volonté, et parfois il en arrive même à penser que l'État ne doit pas intervenir en la matière. La ambivalencia delante del riesgo también está presente aquí. La voluntad de asegurar ciertos lugares o ciertas prácticas se aumenta más y más. Por una parte, a la indiferencia de ciertos usos, reivindicando una libertad radical de actuar según su voluntad y para satisfacer sus propios deseos. Y por el otro, el desconocimiento de las leyes y de los consejos, la negligencia ante los carteles que avisan los peligros. Las amenazas son percibidas como aquellas como que son para los otros, pero no son amenazas para uno mismo. El gusto por la transgresión o la ignorancia de las consignas de seguridad se conjugan hoy día para que las prácticas peligrosas para sí y para los otros se desarrollen corrientemente, tanto en el mar como en la alta montaña. El individuo se considera soberano en cuanto a su existencia y en cuanto a la puesta en acto de su voluntad. A menudo llega a pensar que el Estado no debería intervenir en esta materia. Un monde sans risque serait un monde aussi sans aléas, sans aspérité et livré à l'ennui. Hypothèse cependant impensable, car dès lors qu'un vivant existe, il est projeté dans les incertitudes de son milieu, et plus encore l'humain, à qui les circonstances imposent des choix innombrables, dont les conséquences restent toujours à venir. Un mundo sin riesgo sería un mundo sin peligro, sin asperezas y librado al aburrimiento. Esta hipótesis, antes impensable, es impensable a partir de que hay existencia, hay vida. Está proyectada en las incertidumbres del entorno y más todavía del entorno humano, el humano al que las circunstancias le imponen elecciones innumerables cuyas consecuencias siempre se sabrán después. La riposte à la précarité relative de la vie consiste justement dans cet attachement à un monde dont la jouissance est mesurée. Seul a de prix ce qui peut être perdu. Et la vie n'est jamais acquise une fois pour toutes comme une totalité close et assurée d'elle-même. La respuesta a la precariedad relativa de la vida consiste justamente en ese atarse a un mundo donde la felicidad es algo medido. Solamente tiene precio aquello que puede ser perdido. Y la vida la vida nunca adquiere de una sola vez
toda la seguridad de estar, no adquiere de una sola vez el estar asegurada. De surcroît, la sécurité étouffe la découverte d'une existence toujours en partie dérobée et qui ne prend conscience de soi que dans l'échange parfois inattendu avec le monde. Le danger inhérent à la vie consiste sans doute à ne jamais se mettre en jeu, à se fondre dans une routine sans aspérité, sans chercher à inventer, ni dans son rapport au monde, ni dans sa relation aux autres. Además, la seguridad sofoca el descubrimiento de una existencia siempre que en parte es sigilosa y que no toma conciencia de sí mismo más que en los cambios a menudo desapercibidos con el mundo. El peligro inherente a la vida consiste sin duda a no ponerse nunca en juego, a fundirse en una rutina sin asperezas, sin buscar ni inventar nada en relación al mundo, ni en la relación con los otros. Ainsi, ni la sécurité ni le risque ne sont des modes d'épanouissement et de création de soi. Le goût de vivre engage une dialectique entre risque et sécurité, entre capacité de se mettre en question, de se surprendre, de s'inventer, et celle de rester fidèle à l'essentiel de ses valeurs et de ses structures d'identité. Parce que nous avons la possibilité de la perdre, l'existence est digne de valeur. De este modo, ni la seguridad ni el riesgo son modos de florecimiento o de creación de sí. El gusto por vivir implica una dialéctica entre riesgo y seguridad, entre la capacidad de ponerse en cuestionamiento, de sorprenderse, de inventarse, y aquella de mantenerse fiel a lo esencial de sus valores o de sus estructuras de identidad. Porque nosotros tenemos la posibilidad de perderla, la existencia es digna de valor. L'acquiescement au risque n'exclut d'ailleurs ni le calcul ni la prudence, à l'image de la philosophie d'Aristote par exemple. Ou, autre exemple, le cœur, à la fin de l'Antigone de Sophocle, formule la nécessité du recul avant toute décision. Je cite Sophocle, « La prudence est de beaucoup la première condition du bonheur. Les orgueilleux voient leurs grands mots payés par les grands coups du sort, et ce n'est qu'avec les années qu'ils apprennent la prudence. » La aquiescencia al riesgo no excluye ni a los cálculos ni a la prudencia. Da la imagen de la filosofía de Aristóteles, donde el coro, al final de Antígona de Sófocles, formula la necesidad de retirarse antes de cualquier decisión. Y cita textualmente: «La prudencia es de todas la primer condición de la felicidad. Los orgullosos ven sus grandes palabras pagadas por los grandes golpes de suerte, y no es sino a través de los años que aparece la prudencia». La distance réflexive avec le monde tient à la conviction qu'une part d'inattendu est toujours prévisible. Celui qui cède à la précipitation témoigne d'une évaluation lacunaire de la situation dont les conséquences ne se font pas attendre. La prudence s'impose comme une qualité morale essentielle à l'homme politique ou au citoyen qui assume une responsabilité envers autrui. Elle est la conscience aiguë de ce que toute décision implique des conséquences non souhaitables sur soi et sur les autres. La distancia reflexiva con el mundo tiende a la convicción de que una parte es inesperada y que de una parte de lo inesperado siempre puede ser previsible. Aquella que cede quien cede a la precipitación de una evaluación muy rápida de una situación puede tener consecuencias que no espera. La prudencia se impone como una cualidad moral esencial para el hombre político o para el ciudadano que asume una responsabilidad. Es la conciencia aguda de que toda decisión implica consecuencias no siempre esperables sobre uno mismo y los otros. Ne pas prendre de risque n'en est pas moins un risque, celui de la sclérose, de l'engluement dans les routines. C'est se condamner à ne jamais transformer les choses, même si elles ne sont pas les meilleures. Par exemple, se maintenir dans un état de suggestion ou de mal-être, être impuissant à s'inventer. La morne incuriosité dont parle Baudelaire, protège sans doute, mais elle amène à mourir d'ennui. No tomar riesgos no
también es un riesgo. El riesgo de la esclerosis, de ser engullido por las rutinas. Condenarse a no transformarse jamás y las mismas cosas nunca mejorarán. Por ejemplo, mantenerse en un estado de sujeción a un malestar o estar impedido de reinventarse. Yo le pregunté qué era la morne incuriosité porque no existe incuriosidad tampoco en francés. Y dice que un personaje de Baudelaire se refiere a alguien que no tiene ningún interés en nada. La morne incuriosité, que es este personaje, no tiene ningún interés en nada, que dice Baudelaire, se protege sin duda de morir de aburrimiento. La prise de risque dans la vie courante est une tentative de redéfinition de l'existence. Certes, la possibilité de perdre demeure, mais elle est peu de choses au regard de la satisfaction d'avoir osé et de ce qu'il est loisible de gagner, ne serait-ce qu'en termes d'estime de soi. En outre, le moment du risque, s'il est choisi, est toujours la certitude de connaître une intensité d'être qui tranche avec l'ordinaire. Me equivoqué en algo y quería decirlo. Este personaje que se abstiene de participar porque no tiene interés, corre el riesgo de morir de aburrimiento. Perdón. Ok, continúo con lo que dice. Ahora sí, ahora tiene sentido. Bien. Tomar riesgos en la vida corriente es una tentativa de redefinición de la existencia. Ciertamente la posibilidad de perder algo se mantiene, pero es poca cosa en vista de la satisfacción de haber osado apostar a aquello que uno podía ganar. No es más que en términos de estima de sí mismo. En otros, el momento del riesgo, si bien es una elección, siempre da la certeza de conocer una intensidad de ser que rompe con la vida ordinaria. Le présentateur de télévision ou l'homme politique peut commettre un lapsus ou émettre un jugement irréfléchi qui sème le doute sur sa personne. Le livre d'un écrivain est toujours un pari sur la qualité de son œuvre et sur la fidélité des lecteurs. Nul n'est à l'abri d'une création mineure ou d'une radicale perte de créativité. El presentador de televisión o el hombre político pueden cometer un lapsus o emitir un juicio irreflexivo que siembre la duda sobre su persona. El libro de un escribano es una apuesta sobre la calidad de su obra, de un escritor. El libro de un escritor es una apuesta sobre la calidad de su obra y sobre la fidelidad de sus lectores. Nadie está al abrigo de una creación menor o de una radical pérdida de creatividad. Le meilleur artiste est exposé à produire un jour une œuvre susceptible de remettre en cause son statut et sa stature. Tout acte de création soulève le péril non négligeable d'être mal reçu ou d'être simplement de piètre qualité et de provoquer le jugement défavorable, la moquerie ou l'indifférence. El mejor artista está expuesto a producir un día una obra susceptible de ser cuestionada, de cuestionar su estatus y su estatura. Todo acto de creación conlleva el peligro que no es previsible de ser mal recibido o ser simplemente de poca calidad y provocar un juicio desfavorable o burlas o la indiferencia. Il met en danger la réputation personnelle et donc le sentiment d'identité de celui qui s'engage en toute bonne foi dans l'entreprise. Toute prise de risque met à la merci d'une parole, d'un regard, d'un jugement sans complaisance des autres, voire de leur jalousie ou de leur rancœur. Pone en peligro la reputación personal y entonces el sentimiento de identidad de aquel que se ha implicado de buena fe en su empresa. Toda toma de riesgo nos agradece una palabra, una mirada, un juicio sin complacencia de los otros, ver sus celos o su rencor, a la vista de sus celos o su rencor. Il y a donc deux grandes dimensions finalement dans le risque. Il y a le risque pour la vie. Hay dos grandes dimensiones entonces finalmente por el riesgo por la vida. Mais il y a une autre dimension du risque qui est souvent oubliée.
Y hay otra dimensión de riesgo que a menudo es obligada et qui est plutôt le risque symbolique en quelque sorte. y que siempre a menudo es el riesgo simbólico. C'est le risque du jugement des autres. Es el riesgo de ser juzgado por los otros o del juicio de los otros. Et le jugement des autres peut en effet détruire complètement un individu. Y el juicio de los otros puede efectivamente destruir completamente al individuo. Et là d'ailleurs, on retrouverait Sartre et sa fameuse phrase « L'enfer, c'est les autres ». Aquí entonces rescata la famosa frase de Sartre, el infierno son los otros. L'univers rationnel au sein duquel baigne l'individu n'est jamais une donnée acquise. Il est toujours sous la menace du malentendu, du conflit, de la déception. Mais dans le même mouvement, cet inachèvement est aussi propice à l'émerveillement de l'instant, à la découverte de soi et des autres. El universo relacional en el seno del cual el individuo se sumerge jamás está dado de antemano. Siempre es una amenaza, está amenazado por el malentendido, por el conflicto, por la decepción. Pero en el mismo movimiento, ¿cómo es? Bueno, pero en el mismo movimiento, esto mismo es propicio a la maravilla de un instante, al descubrimiento de sí y también de los otros. Merci infiniment de votre patience, de votre écoute. Bueno, esperamos que nos acerquen preguntas, comentarios. Leemos las preguntas y las va a ir respondiendo David. En el seminario mencionó que el peligro tomaba también la forma de los nómades porque escapan al lazo social. ¿Podría desarrollar esta idea? Cuando sostiene esto, ¿está pensando en las cuantiosas persecuciones que han sufrido los campamentos roms gitanos en Francia, por ejemplo, en los indigentes, homeless, en el refugiado en viaje? Non, c'est un malentendu total. Dice que ha sido malentendido lo que dijo. Non, quand je parlais des nomades, je parlais des terroristes, évidemment. Él habló exactamente de terroristas. Qui sont en rupture radicale avec le lien social et qui viennent pour tuer, pour égorger, pour torturer. Que han roto totalmente con el lazo social y vienen para matar, degollar, torturar personas. Je ne voulais absolument pas parler, bien entendu, des Roms ou des Gitans ou des réfugiés, etc. No habló de refugiados o de gitanos. Él dice ahí que justamente vienen como refugiados, pero son terroristas. Eso es lo que... Quelques-uns d'entre eux. Sí, il y a eu des centaines de milliers de réfugiés, il y a eu quelques terroristes parmi eux qui étaient envoyés par Daesh pour promouvoir des attentats en Europe. Dice que entre los refugiados se mezclan algunos terroristas que vienen con la misión justamente de cometer atentados. Y no. Bueno, ¿qué diferencia habría entre los hombres y las mujeres a la hora de pensar el riesgo? C'est une question immense, évidemment. Es una pregunta inmensa. Je ne sais même pas si je peux y répondre, sinon de manière très anecdotique. Sí, es muy difícil de responder, pero tiene algunas anécdotas. Bon, il y a par exemple une plus grande possibilité pour les hommes de circuler dans l'espace public ou dans un espace naturel, une forêt, etc. Dice que hay una gran posibilidad para los hombres de circular por el espacio público o en espacios naturales como la selva, etc.
C'est par exemple un débat que nous avons souvent entre marcheurs. Es un debate que tiene muy a menudo entre la gente que marcha, y hace marcha, camina mucho. Un homme peut s'arrêter n'importe où pour dormir à la belle étoile, dans une forêt, dans un désert. El hombre puede detenerse donde se le antoje para dormir bajo las estrellas. Il ne court en principe pas de risque. Alors qu'une femme, no corre ningún riesgo. alors qu'une femme se mettrait en péril. Pero una mujer en este caso se pondría en peligro. Et même si elle est agressée, si elle est par exemple violée, la police risque de dire « mais elle l'a cherché ». Incluso si es agredida o violada, la policía ¿qué va a decir? Se lo ha buscado. Donc c'est un exemple parmi des milliers d'autres de la différence ontologique, mais sociologique aussi, de statut entre l'homme et la femme. Es un ejemplo entre muchos otros de la diferencia de estatus ontológico entre el hombre y la mujer. Il y a aussi évidemment la différence des corps qui amène les femmes par exemple à mettre au monde des enfants. También está la diferencia corporal, ¿no? Donde las mujeres pueden tener hijos. Et là, par exemple, l'un des risques, c'est la maternité précoce, les grossesses précoces. Entonces corren el riesgo de una maternidad precoz. À 12 ans, 13 ans, 14 ans. A 12, 13 o 14 años, con 12, 13 o 14 años. De filles dont le copain est parti et qui vont devoir soit avorter, soit élever un enfant dont elles ne voulaient pas du tout. Donde el compañero se va y ellas deben afrontar o un aborto o sostener al niño, ¿no? L'homme ne court aucun risque, je veux dire, dans la sexualité, par exemple. O sea que los riesgos en la sexualidad también son diferentes. Il peut se démettre de toutes ses responsabilités. Y que el hombre puede deshacerse de cualquier responsabilidad, de toda responsabilidad. La mujer alors que la fille va devoir décider un avortement, là où dans tous les cas l'avortement est légal, comme dans la plupart des pays européens, ou alors donc, devoir finalement transformer complètement sa vie, parfois arrêter de faire des études, travailler, etc., pour pouvoir élever son enfant, alors que l'homme est parti déjà depuis bien longtemps. O sea que la mujer puede elegir, es otro mundo, puede elegir abortar, porque en la mayoría de los países europeos el aborto es legal, o transformar totalmente su vida, dejando sus estudios y cambiando su estatus para sostener a su hijo. Voilà, mais il y a beaucoup, y el hombre puede escapar. Il y a aussi beaucoup d'autres différences. Y hay muchas otras diferencias. Al hablar de conductas de riesgo, usa una categoría ya muy trabajada y cargada de sentido en el ámbito de la epidemiología. ¿No considera que es una categoría cargada de valoración negativa y que puede resultar culpabilizadora? Y bueno. Oui, moi je suis d'accord avec cette idée que l'identification de conduite à risque est un jugement de valeur. Sí, está de acuerdo con esto. La identificación de las conductas de riesgo siempre está ligada a algo malo. Alors, la santé publique, par exemple, parle de conduite à risque des jeunes. La salud pública, por ejemplo, habla de conductas de riesgo de los jóvenes. Alors que pour les jeunes, la question du risque est absolument sans intérêt. Cuando para los jóvenes la cuestión del riesgo no es algo que tenga interés. Cette idée de conduite à risque est plutôt un jugement extérieur et un jugement d'adulte. Je l'appellerais un adultocentrisme. La definición de conducta de riesgo es una conducta que viene del exterior y es del exterior de los adolescentes y es dada por los adultos. Et quand on identifie par exemple des populations à risque, là c'est politiquement extrêmement dangereux, bien entendu. Dangereux. Cuando se identifica población de riesgo, es una cuestión política extremadamente peligrosa. Oui, absolument. Les gays, les personnes homosexuelles étaient considérées comme une population à risque, alors que le sida touchait également d'autres populations, même si évidemment il y avait à l'époque plus d'homosexuels qui mouraient.
Cuando comenzó el SIDA, los homosexuales eran considerados la población de riesgo, ¿no? Ahí hay un ejemplo del uso político de la población de riesgo. Donc dans ces identifications de population à risque, on n'est jamais très loin du racisme, de l'ethnocentrisme, du mépris pour certaines populations. Dice que la clasificación de poblaciones de riesgo no está muy lejos del racismo, del autocentrismo, del etnocentrismo. Du mépris pour certaines populations. Sí. De desprecio por algunas poblaciones. Discriminación. Eso. ¿Por qué cree que en mayor medida los adolescentes se colocan en riesgo? Para mañana, la dejamos para mañana, ¿sí? Porque mañana va a hablar de toda esta temática que tiene que ver con las conductas de riesgo en la adolescencia. En el seminario dijo que las conductas de riesgo varían, entre otras cosas, según la clase social. ¿Cómo se puede pensar las conductas de riesgo en las clases populares? Je n'ai pas développé cette idée-là parce que c'est pas vraiment au cœur de mes recherches d'ailleurs. Dice que no ha desarrollado esa idea aquí, que no es el centro de su investigación. Mais je dirais quand même très vite que le risque pour les milieux populaires, c'est par exemple celui de mourir de faim. Pero puede decir que el riesgo para las poblaciones populares es morir de hambre, por ejemplo. De ne pas pouvoir élever ses enfants. De no poder. De ne pas pouvoir élever ses enfants. No poder enseñar, ¿no? Non. Élever, c'est faire grandir. De no poder ayudar a crecer a sus hijos. C'est le risque de la violence, de la prostitution. El riesgo de la violencia, de la prostitución. Le risque de ne pouvoir faire aucune étude, par exemple, et d'être condamné également à la répétition de la pauvreté. El riesgo de no poder concurrir a estudiar y de repetir continuamente la pobreza. Le risque également de l'alimentation, de ne pas pouvoir choisir véritablement ce qu'on mange et de se nourrir d'aliments bas de gamme. El riesgo de la alimentación, que no pueden acceder a alimentación más sana y de buena calidad. Et puis le risque de la violence policière, de la violence militaire, etc. Y el riesgo de la violencia policial, de la violencia militar, etc. En la sociedad actual, ¿por qué considera que lo que da existencia es el riesgo? ¿Es por lo que dice Bauman, que todo es líquido y fluido y lo que queda como materialidad es el cuerpo? A ver. ¿Qué da ese cuerpo? Oui, pour ma part, je suis presque toujours d'accord avec Bauman, que je trouve un penseur immense et passionnant. Que cree que es un pensador inmenso y apasionante. Alors, l'idée que j'ai développée, c'est que le risque est inhérent complètement à l'existence humaine. La idea que él ha desarrollado es que el riesgo es inherente a la condición humana. Nous sommes extrêmement fragiles finalement. Fragiles parce que notre condition est une condition corporelle. Nosotros todos somos extremadamente frágiles, justamente somos frágiles porque nuestra condición es una condición corporal. Il y a les risques de l'environnement, par exemple dans une ville comme Buenos Aires, le danger des circulations routières. Dice que estamos en un ambiente peligroso, por ejemplo en Buenos Aires, de paso nos dice, el peligro de los autos y las rutas.
Je crois que Buenos Aires est l'une des villes au monde les plus meurtrières en termes d'accidents de piétons, de cyclistes. Dice que Buenos Aires es uno de los lugares con índices más altos de muertes por accidentes de peatones, ¿no? Mais les risques sont innombrables, comme j'ai essayé de le montrer, mais c'est aussi le risque de faire une conférence, par exemple, et de dire... Pero que hay riesgos innumerables, por ejemplo, el riesgo de hacer una conferencia. Et de dire une bêtise, par exemple. De dire des bêtises. Y de decir bestialidades. Non, donc pour moi, le risque est absolument une donnée fondamentale de la condition humaine. Mais j'ai essayé de montrer aussi que le risque est notre chance. Dice que el riesgo es un don incondicional de la condición humana, pero a la vez es una posibilidad. Parce que c'est en même temps, à travers le risque, que notre vie s'enchante, s'émerveille. Dice que justamente a través del riesgo que nuestra vida se vuelve encantadora, o sea, tiene magia y puede adquirir maravilla. Ne serait-ce qu'à travers le risque de la rencontre. No solamente, no quiere decir que solo a través del riesgo, sino del reencuentro después del riesgo, ¿no? La rencontre amoureuse étant la plus spectaculaire, évidemment. El reencuentro amoroso es espectacular. Puisque nous ignorons, quand on est amoureux de quelqu'un, on ignore évidemment de quoi l'avenir sera fait aussi. Sí, cuando estamos enamorados de alguien, el reencuentro, no me acuerdo. Même la rencontre amoureuse la plus intense, nul ne sait comment elle va se terminer. Inclusive en el reencuentro amoroso más intenso, nunca sabemos cuándo va a terminarse. Surtout, et Bauman d'ailleurs en parle lui aussi dans ses livres, surtout dans cette société liquide qui est la nôtre. Sobre todo en lo que habla Bauman en el libro, que es en esta sociedad líquida, donde el otro... Ou par exemple en Europe ou aux États-Unis, en Amérique du Nord aujourd'hui, un mariage sur deux aboutit à un divorce. Sobre todo en Estados Unidos, donde dice que uno de cada dos matrimonios termina en divorcio. Voilà, donc divorce, ça veut dire aussi douleur, tragédie. El divorcio implica dolor, tragedia. Et ça implique aussi des enfants déchirés. Claro, los niños que deben repartirse. Voilà, et qui parfois d'ailleurs en arrivent aux conduites à risque, puisque les statistiques, l'épidémiologie montre qu'il y a une surreprésentation en termes de conduite à risque pour des enfants qui vivent dans des familles monoparentales ou dans des familles recomposées. Dice que hay una estadística que indica que hay más conductas de riesgo en los chicos de padres separados que en los otros. ¿Dónde quedaría el riesgo en las relaciones de vínculos violentos? Déjà dans le fait, dans la violence de tuer quelqu'un, de blesser quelqu'un, de mutiler quelqu'un, et puis pour l'agresseur, le risque de passer toute sa vie en prison. Sí, el riesgo, dicen el riesgo de las relaciones violentas está el riesgo de que te maten, que te lastimen, que te peguen, y para el agresor el riesgo de ir preso. Ou d'être abattu par la police. O de ser abatido por la policía.